Et donc on arrive à la partie qui a fait couler le plus d'encre, c'est la conclusion du film qui sont très différentes. Alors la première partie vraiment différente, c'est ce fameux discours sur les héros qui dans la version de Joss Whedon était dite par Wonder Woman assumant son rôle de héros une bonne fois pour toutes. Là je suis obligé de faire une longue parenthèse, mais ça fonctionnait parce qu'il y avait juste Wonder Woman premier du nom qui était sorti, et donc on avait l'impression qu'entre la fin de Wonder Woman, donc la mort de Steve Trevor et Justice League, ou plutôt de Batman vs Superman, elle n'avait plus fait de super-héroïsme depuis. Or, depuis, on a eu Wonder Woman 84, et du coup c'est plus cohérent, puisque dans le Justice League de Joss Whedon, elle dit clairement qu'elle s'est fermée au monde, elle était plus là, Batman sous-entend qu'elle était plus là du tout, alors qu'en fait, si, dans Wonder Woman 84, on voit clairement qu'elle a continué d'être une héroïne pendant des années, de se cacher, de ne pas devenir un personnage public, certes, mais elle existe, elle est bien présente. Donc voilà, ça c'était déjà un petit peu... ça fonctionnait déjà un petit peu moins. Et dans le Snyder Cut, c'est plus logique, puisqu'on voit dès le départ une jeune fille demander si elle peut devenir comme elle, si elle peut devenir aussi Wonder Woman, et Wonder Woman lui dit que oui. Bref, tout ça pour dire, l'idée chez Joss Whedon était tournée autour essentiellement de Wonder Woman, qui était beaucoup plus importante au premier rôle, puisqu'au premier, elle était au premier plan, puisqu'elle a amené Batman à admettre qu'il avait besoin de faire vivre Superman. Elle a amené, enfin voilà quoi, elle révélait beaucoup de choses à Batman. Ils avaient une dynamique amoureuse ensemble, dont j'ai déjà parlé avant. Bref. Et elle avait donc cette importance-là. Alors que dans le Snyder Cut, c'est le père de Cyborg qui a ce discours sur l'héroïsme, et c'est très beau, puisque c'est je trouve qu'il y a un double sens qui est beaucoup plus intéressant que Wonder Woman qui retrouve l'héroïsme, entre guillemets, parce que le père de Cyborg n'arrivait pas à lui parler, et c'est le moment où il arrive à trouver les mots. C'est un enregistrement qu'il n'a pas pu faire face à son fils. Et ce moment-là est utilisé pour montrer Cyborg qui devient clairement un héros, qui décolle comme un super-héros. Bref, je trouvais que c'était très beau et que ça fonctionnait de croiser tous les héros ensemble comme ça. Donc déjà, cette première conclusion, pour moi, elle est plus subtile chez Zack Snyder. Elle a tendance à marquer un peu plus parce qu'on comprend mieux ce que Cyborg a perdu et ce que ça veut dire pour lui. Et du coup, l'importance de sa carrière de héros, ensuite, elle va être clairement liée à la perte de son père. Et je trouve que y a un petit côté Ben Parker à la Spider-Man, mais pour le coup, ça fonctionne, quoi. Oui, c'est beau, c'est beau. La deuxième scène de conclusion, et elle a fait couler beaucoup plus d'encre, c'est une scène que donc Joss Whedon a tournée. Et donc je rappelle ma critique essentielle de base dont il faut se souvenir, Joss Whedon n'a pas pu retourner à ce point-là et n'a pas eu 70 millions de dollars de plus pour retourner une séquence de fin. 3 ans plus tard, c'est important quand même d'en avoir conscience. Bref, c'est une séquence intéressante, mais il faut se le dire, c'est un luxe qu'a pu se permettre Zack Snyder. Donc comparer le Snyder Cut et celui de Joss Whedon, le cut de Joss Whedon à partir de cette séquence-là est quelque part déjà franchi encore un cap dans l'absurde. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire, et vous n'allez pas me spammer dans les commentaires en mode « ce que tu dis c'est des conneries », puisque c'est concrètement vrai. Bref, c'est la fameuse séquence post-apocalyptique. On bascule d'un seul coup, après la conclusion du film, dans un futur apocalyptique où Batman, Cyborg, Mera, la copine de Aquaman, et notre ami Deathstroke sont dans un futur apocalyptique et visiblement ont une mission à mener. On ne sait pas exactement quelle mission. Et là, hors champ apparaît le Joker qui apparaît dans le champ et qui commence à dialoguer sur Batman, sur le fait que Batman a merdé, que c'est à cause de lui visiblement que Lois Lane est morte et qu'il a refusé de se sacrifier en quelque sorte selon le Joker. Donc c'est toujours un truc à prendre avec des pincettes. Et que... visiblement il a refusé de se sacrifier et que à cause de ça le monde est parti en vrille, que Superman est parti en vrille, devenu un homme visiblement de Darkseid, le monde étant visiblement un désert radioactif, hein. Et donc le Joker, évidemment étant le Joker, il provoque Superman en lui parlant évidemment de Robin, comme il dit, du petit soldat qu'il a envoyé faire un travail d'homme. Et Batman le prévient, il lui dit fais gaffe, fais attention à pas franchir la limite. Et là il lui dit ouais mais tu sais à force de voir peut-être effectivement que Mera a raison, à force d'avoir vu des gens mourir dans tes bras, tu n'as plus aucune émotion, parce qu'effectivement Mera sous-entendait que Batman ne savait pas ce qu'elle ressentait comme haine envers Superman, sous-entendu parce que il n'avait pas perdu d'amour et qu'on sous-entend que Superman a tué Aquaman. Et donc, Batman lui dit non seulement je sais ce que c'est, mais surtout je me souviens particulièrement d'une personne qui est morte dans mon bras, c'est Harley Quinn. Et alors qu'elle se vidait de son sang, elle m'a fait jurer de te tuer et de te tuer le plus lentement possible. Et crois-moi bien que je vais le faire. Bref, je le fais très très mal, je vous conseille de voir cette séquence parce que tout simplement, le texte et l'acting de Jared Leto et de Ben Affleck sont excellents. Juste excellents. C'est une super séquence. La première fois que je l'ai vu, elle m'a filé des frissons dans le bon sens du terme. J'attendais
que ces deux personnages se rencontrent, Ben Affleck en Batman et Jared Leto en Joker, et si c'est la seule séquence où ils se rencontrent, c'est dommage, mais purée, quelle séquence! Quelle séquence! Et donc, Joker provoque Batman, et Batman renverse la provocation, on lui parle de ça, évidemment. Là, Jared Leto est excellent, il a vraiment ce moment de vide dans le regard, un mélange de choc, de haine, de tout, enfin, il est vraiment... On sent qu'il va exploser, quoi, et en fait, il arrive à se retenir et lui dit « Ah, t'as failli m'avoir, Batman !» Et on comprend que lui, ils ont fait une sorte de trêve, où il dit « Voilà ma carte, si un jour tu veux que la trêve soit finie entre nous, il suffit de déchirer cette carte, c'est le Joker. Hein. » Donc évidemment, Batman ne doit pas le faire, visiblement ils ont besoin absolument du Joker, je sais pas pourquoi, mais ils en ont besoin. Et il lui dit il suffit de déchirer cette carte, donc bref, il met encore une fois la responsabilité de tout ce qui peut arriver dans les mains de Batman pour l'écraser encore. Bref, du Joker pur style. Et cette séquence, cette séquence finit par Superman qui le retrouve, qui se pose devant eux, et là, Batman se réveille. Tout le monde a peur, tout le monde flippe, et Batman se réveille. Et je vais être clair, la séquence est excellente parce qu'elle est désarçonnante dans le bon sens du terme, elle est vraiment un futur apocalyptique grave. Elle arrive juste après une séquence où on voit, qui existait déjà dans le Snyder Cut chez Joss Whedon, mais qui a légèrement changé. On voyait donc que Lex Luthor a réussi à s'évader, qu'il retrouve Deathstroke, et que dans la version de Joss Whedon, il lui disait on devrait former une équipe à nous, puisque les justiciers se réunissent autant que nous, on forme notre ligue. Et dans la version de Zack Snyder, il lui dit... si tu veux t'en prendre à Batman, pas de problème, mais je pense que ça t'intéressera de savoir qu'il s'appelle Bruce Wayne. Et donc là, t'as Deathstroke qui fait ah, bah là on va être copains, machin. Donc ils boivent un champagne ensemble. Et juste après, on voyait donc ce futur apocalyptique où Batman et Deathstroke font équipe. Donc il y a vraiment ce truc que les choses vont être plus compliquées, que les choses vont être très sombres, puisque Mera fait partie de leur équipe et qu'elle lui dit clairement, après ce qu'il a fait ce que Superman a fait à Arthur, visiblement c'est quelque chose de très très violent. Elle lui dit voilà, je vais lui enfoncer mon trident dans le cœur, ça, je vais lui arracher le cœur et tout, blablabla. Et le dialogue entre Joker qui a perdu Harley et Batman qui a perdu Robin, et donc sur ce fond apocalyptique, est juste génial. Dramatiquement, c'est une super séquence. Quand je pense qu'ils ont tourné ça dans le jardin de Zack Snyder, d'après ce que j'ai compris, enfin, c'est absurde, quoi. La qualité de la séquence au niveau visuel est absolument géniale. C'est une séquence qui donne absolument envie de voir Justice League Dark. Et évidemment, je le dis, c'est la séquence qui est pour moi la plus intéressante et qui nous propulse le mieux dans une éventuelle suite, au-delà du personnage de Darkseid. C'est triste, hein. Parce que pour moi, franchement, Darkseid est un peu un des ratages de ce film. Hein. J'y reviendrai après, dans la partie conclusive. Mais grosso modo, cette séquence c'est pas oh, merde, il faut que j'arrête de dire ça, c'est pas une séquence post-générique, merde. Marvel, Disney, ou plutôt Mickey, sort de ce corps. Enfin non, pas tout de suite, prends ton temps. Un grand coup dans ton cul. Donc cette deuxième séquence de conclusion, j'ai trouvé extrêmement réussie. Et je pense que c'est aussi le truc qui fait plaisir quand tu as maté ces 4 heures de Snyder Cut, c'est de se dire, bon, déjà, les 4 heures passent très très bien, mais au-delà de ça, c'est une grande récompense, parce que moi perso, et là je suis obligé d'être un peu plus vers ma personne, je pense que n'importe qui a aimé l'univers Justice League, l'univers que Snyder a monté, va kiffer cette séquence, que ceux qui l'ont aimé moyennement vont trouver cette séquence intéressante, je pense, et ceux qui n'aiment pas du tout cet univers vont se dire, zut, c'est quand même dommage, j'aurais aimé voir ce que ça va donner. Même si on n'a pas aimé Ben Affleck, même si on n'a pas aimé Joker, je pense qu'on a la curiosité de se dire qu'est-ce que ça aurait donné ce monde post-apocalyptique dans l'univers de Justice League. Là, visiblement, on va en être privé, mais encore une fois, j'en parlerai dans la partie conclusive. Mais tout ça pour dire quel kiff de voir enfin Jared Leto dans son rôle de Joker pouvoir exprimer tout son potentiel. Je l'ai déjà dit dans ma critique de Suicide Squad, mais David Ayer n'a pas pu monter la performance de Jared Leto comme il le voulait. On lui a enlevé le montage des mains, ce qui est quand même grave. Donc ça modère, à mon avis, la critique envers David Ayer et la manière dont le personnage du Joker de Jared Leto était montré dans le montage final de Suicide Squad. Il s'est assez exprimé, David Ayer, sur Twitter à propos de ce montage et à propos des très très grosses différences qu'il y a entre le film et ce que lui avait écrit. Et encore une fois, à chaque fois, c'était très intéressant. Après, c'est une question de modération, de mesure et autres. Et David Ayer a fait des films entre-temps qui sont assez critiquables. Mais quand même, je suis obligé de le dire encore une fois, Jared Leto est un excellent acteur et cette séquence en Joker est superbe. Ça pourrait être un Joker incroyable. En tout cas, moi perso, je milite pour que le Snyderverse continue et qu'on ait enfin ce Justice League Dark. Je veux voir Ben Affleck et Jared Leto dans cette confrontation-là. Je trouve ça juste absolument bandant. Pourvu, mon Dieu, pourvu que ça arrive.
Toi, tu me ranges ce couteau et tu fermes ta gueule.